Bonjour et bienvenue chez Objectif Barreau. Je suis votre professeur des droits des affaires et on va voir ensemble la vidéo numéro 2 en droit des entreprises en difficulté, appelée droit des procédures collectives aussi. Vous aviez déjà eu une première vidéo, j'espère que vous avez vu. Je veux que vous commenciez par cette vidéo sur la présentation générale de la matière. Je vous ai fait une jolie petite frise qui vous permettait d'expliquer ce qu'était la matière. Sa philosophie, il faut vraiment comprendre quelle est sa philosophie si vous voulez ensuite comprendre les différents éléments. Alors, dans cette vidéo numéro 2 de remise à niveau, on va voir ce qu'est le traitement amiable. Ça veut dire on va voir essentiellement le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, il y a plein de choses à faire au début, mais là, on s'attache à ces deux outils qui sont offerts aux débiteurs. Alors, pour commencer, on va d'abord voir quelle est la définition et quelles sont les caractéristiques communes de ces procédures. Ça veut dire une sorte de présentation d'abord pour comprendre ce qu'on va apprendre et ce que vous allez devoir étudier. Le mandat ad hoc et la conciliation sont des traitements amiables des difficultés. Il faut vraiment que vous compreniez, on est dans du préventif en principe. On est dans de l'amiable, on est dans quelque chose qui se veut alléchant presque pour le débiteur. Ce sont des outils qu'on met à sa disposition. On veut l'inciter le plus possible à avoir recours à un mandat ad hoc ou à des conciliations parce que après tout, c'est agir le plus tôt possible. Alors, en bref, les deux sont des procédures facultatives. Elles sont là, puisqu'on parle de traitement amiable, et c'est un caractère non obligatoire, elles sont facultatives. Elles sont facultatives non seulement pour le débiteur, puisqu'elles sont les deux, elles sont totalement volontaires. Il n'y a que le débiteur qui peut demander une conciliation ou demander un mandataire ad hoc. Personne d'autre ne peut lui imposer ni lui demander pour lui. Autre chose, elles sont facultatives parce qu'elles n'ont pas non plus d'impact obligationnel, elles n'ont pas d'effet coercitif sur le débiteur. Enfin, sur le débiteur, elles ne vont pas le dessaisir, il va rester maître et elles n'ont pas d'effet coercitif sur les créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ni votre débiteur qui a demandé un mandataire ad hoc, l'assistance d'un mandataire ad hoc et d'un conciliateur, ne sera dessaisi. Il reste maître en la demeure. Et les créanciers de votre débiteur qui demandent un mandat ou une conciliation ne vont avoir aucun effet négatif ou aucun effet tout court à leur charge quasiment. Ils ne sont pas obligés de négocier, ils ne sont pas obligés d'accorder des remises, des délais, des échéances. Ils peuvent continuer à vivre leur vie de créancier comme si le mandat n'avait jamais eu lieu ou comme si la conciliation n'avait jamais eu lieu. Donc ce sont des caractères importants. Enfin, les deux procédures sont confidentielles. La confidentialité est vraiment au cœur en fait de ces procédures, puisque on dit qu'on veut inciter le débiteur à les demander. Et c'est très rassurant de lui dire que ça restera confidentiel. C'est aussi très utile pour le créancier de lui dire que s'il accepte certaines faveurs, ça restera confidentiel et que les autres ne le sauront pas. Donc les deux procédures, d'ailleurs on ne devrait même pas vraiment parler de procédures vu qu'elles ne sont pas judiciaires, mais bon, les deux procédures de mandat ad hoc et de conciliation sont volontaires, facultatives, elles ne dessaisissent pas le débiteur, elles sont confidentielles et elles n'ont aucun effet obligatoire sur les créanciers qui restent libres de poursuivre ou pas poursuivre le débiteur. Les créanciers restent libres de faire ce qu'ils veulent. Donc ce sont des outils mis à la disposition du débiteur pour agir le plus tôt possible. Voilà. Alors, rentrons plus dans les détails du mandat ad hoc, avant de voir dans un grand 3 la conciliation. Donc, grand 2, une fois qu'on a passé cette définition, le mandat ad hoc. Quelles sont ces conditions, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure L'article L611-3 du Code de commerce, c'est un peu le seul article qui concerne le mandat ad hoc. Il est tout seul. Après, il y a des dispositions réglementaires dans les articles R600 et compagnie. Mais l'article L611-3 est le seul qui ne parle que du mandat ad hoc. Après, on retrouvera d'autres petites choses, mais grosso modo, ce qu'on sait, c'est que quand vous demandez un mandat, il faut que vous éprouviez des difficultés. A priori. Elles ne sont pas définies. Il faut que vous trouviez, en principe, que vous ne vous trouviez pas en état de cessation des paiements. J'ai dit en principe parce que la loi ne le dit pas. Mais de l'avis unanime de la doctrine et de la façon dont le mandat ad hoc est compris, en fait, vous ne devez pas être en état de cessation des paiements.
Il faut que la demande soit faite par le débiteur au président du tribunal de commerce, hein, si c'est une activité commerciale ou artisanale, ou au président du tribunal de grande instance. Donc c'est au président que vous allez demander la désignation d'un mandataire ad hoc. Et le débiteur, d'ailleurs, lorsque vous allez demander la désignation d'un mandataire ad hoc, va pouvoir proposer le nom d'un mandataire. Alors attention, le mandataire pourra être toute personne que vous estimez, quelqu'un que vous aimez bien, hein, si vous voulez, mais concrètement, il y a des incompatibilités qui sont prévues à l'article L611-13 du Code civil. Des incompatibilités, il ne faut pas qu'il ait été juge consulaire dans les dernières années, il ne faut pas qu'il ait été rémunéré par vous dans les derniers mois. Enfin, vous verrez, ce sont des conditions qui sont énumérées à l'article L611-13, mais au-delà de ces interdictions, de ces incompatibilités de fonction, vous pouvez proposer un nom au président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce lorsque vous demandez à bénéficier d'un mandat ad hoc. Par ordonnance de nomination, le président du tribunal de commerce ou du TGI va fixer la mission du mandataire, va fixer la durée du mandat ad hoc. En général, ça va être 3 mois. Là aussi, je dis en général parce que la loi ne dit rien. Contrairement à ce qu'on verra pour la conciliation, c'est très souple, hein, on ne sait pas. La pratique fait que le juge, en général, va prévoir 3 mois, qui pourront être renouvelables plusieurs fois. Il va aussi décider de la rémunération. Alors, il aura décidé de la rémunération avec l'accord du débiteur avant de prononcer l'ordonnance. Et comme ça, il n'y aura pas de surprise, et comme ça, le débiteur est d'accord lorsque le mandataire sera désigné, il connaîtra en fait sa rémunération. Et ils se seront mis d'accord. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, écoutez-moi et arrêtez de lire. En gros, le mandat ad hoc, c'est assez simple. C'est une procédure, comme vous l'avez vu, assez souple. J'ai un seul article, ça veut dire que ça reste très souple. Ça reste très souple parce que c'est une procédure, en tout cas un outil, qui est né de la pratique des tribunaux. Hein. C'est pas né de la loi, c'est né de la pratique. C'est vraiment une forme d'assistance, c'est-à-dire que vous êtes un débiteur, vous n'êtes pas encore en état de cessation des paiements, mais vous avez des difficultés, à vous d'expliquer lesquelles, mais il n'y a pas de conditions très rigoureuses, quoi. Vous avez des difficultés et vous voulez un mandataire. Vous voulez quelqu'un, en fait, qui va vous aider à essayer de dépasser un peu ces difficultés, à essayer d'aller un peu mieux. Alors, pour ça, c'est logique, vous allez pouvoir proposer le nom d'un mandataire. Il y a des incompatibilités, mais il n'y a pas non plus de limite à son aide. C'est vraiment une aide qui vous est offerte. C'est pour ça que c'est vraiment un outil. Hein, on encourage les débiteurs à y avoir recours et elle restera confidentielle, comme on a vu tout à l'heure. Alors, juste petit point. En principe, le président du TGI ou du tribunal de commerce décide comme il veut hein, d'accepter la désignation ou de refuser la désignation d'un mandataire. En principe, il y a un appel qui est prévu à l'article R611-20 du Code de commerce. Le débiteur peut refuser, peut faire appel face au refus du président de nommer un mandataire. Il y a juste un petit absent, c'est que l'article R611-20 vous parle d'un refus de désignation du mandataire, mais ne précise pas explicitement si vous pouvez faire appel quand le juge n'a pas désigné le mandataire que vous aviez proposé. En principe, le choix appartient au président. Bon, ça ne posera pas trop de problèmes parce que premièrement, le président n'a aucun intérêt à ne pas nommer le mandataire que vous lui avez suggéré, à moins que vraiment celui-ci n'ait aucune compétence, mais il essaiera de vous convaincre. Hein. Ça sera ça se fera doucement, ça passera pas en force, pour la simple raison que le mandat étant une procédure totalement volontaire, on va le voir, le débiteur peut y mettre un terme quand il veut, donc le juge n'a aucun intérêt à vous imposer un mandataire dont vous ne voudrez pas. Dans ce cas-là, quand bien même vous ne pourriez pas faire appel sur le fondement de l'article R611-20 qui ne prévoit que le refus de désignation dans l'absolu, vous n'aurez qu'à user de l'article R611-21 qui consiste à dire je vais mettre un terme tout de suite au mandat et vous mettrez un terme tout de suite à un mandat. Donc ça arrivera pas forcément. Même si le choix du mandataire appartient réellement au président, celui-ci a tout intérêt de nommer celui que vous voulez. La plupart du temps, ça sera un avocat ou quelqu'un de ce genre-là. Alors, quels sont les effets du mandat ad hoc maintenant ?
Le mandataire doit tenter de négocier des échéances. C'est bien ça l'idée, c'est que le mandataire en fait va vous aider à aller mieux. Comment? En essayant de négocier avec les créanciers des échelonnements, avec certains créanciers, avec tous les créanciers. Il va vous aider. Il va vous aider à aller mieux, il va vous aider à trouver des solutions, à trouver des financements, à trouver des échelonnements de paiement. Le mandataire, en revanche, ne peut rien imposer aux créanciers puisque, comme on l'a dit dans la présentation, et ça vaut aussi pour la conciliation, ce sont des procédures qui n'ont aucun impact négatif sur le créancier, c'est-à-dire que le mandataire va essayer de négocier avec eux, mais si le créancier refuse les échelonnements ou refuse des crédits ou refuse des délais, eh ben, il a le droit de refuser. C'est aussi simple que ça. Autre chose, le débiteur, attention, ne sera jamais dessaisi. Le mandataire est là pour l'aider, mais le débiteur continue à gérer son entreprise tout seul, comme il veut. C'est lui qui décide à mener sa barque. Sinon, ça aurait beaucoup moins de succès. Autre chose, le mandat est encadré par une grande confidentialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'article L611-15 du Code de commerce qui le prévoit. Et cette confidentialité est assez importante. Vous avez de la jurisprudence, même un peu récente dessus, de la jurisprudence qui rappelle à quel point cette confidentialité s'impose à toute personne qui a été appelée à connaître du mandat. Ça veut dire s'impose au mandataire, mais s'impose aux autres aussi. Il y a par exemple un arrêt sur... récent sur un éditeur de presse qui avait publié des informations qui faisaient l'objet d'un mandat ad hoc. Et pourtant, on leur a bien expliqué que c'était des informations confidentielles et qu'il fallait garder cette confidentialité. Le débiteur, enfin, peut demander de mettre un terme à tout moment à la nomination du mandataire ad hoc, à sa mission. C'est l'article R611-21, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est logique, c'est une procédure volontaire. Donc, si je devais résumer ce qu'est le mandat, c'est vraiment souple, c'est assez informel à la base, c'est né de la pratique, c'est peu encadré légalement, ça va rester du cas par cas. Même la mission en fait, du mandataire va décider. Ad hoc, c'est parce que c'est au cas par cas, c'est un mandat au cas par cas. Donc en fait, c'est un peu du sur-mesure. C'est la mission du mandataire va dépendre des difficultés que vous éprouvez en tant que débiteur. C'est vraiment un outil super qui vous est donné avant que vous soyez en état de cessation des paiements. C'est un peu, vous vous souvenez sur la frise qu'on avait vue, la première étape, la première chose. Ensuite, on arrive à la conciliation dans ce grand 3. Alors, la conciliation répond globalement un peu aux mêmes règles générale qu'on a vu en introduction que le mandat, c'est confidentiel, c'est volontaire, c'est un outil qui est donné, mais en fait est quand même plus encadré. Alors, déjà, on a plusieurs articles, les articles L611-4 et suivants du Code de commerce, et on a des choses, des conditions un peu plus encadrées. Alors, la première chose, c'est que la loi nous dit que le débiteur doit éprouver des difficultés avérées ou prévisibles, c'est-à-dire c'est pas nécessaire qu'elles soient déjà là, mais elles sont vraiment prévisibles, ces difficultés, et elles peuvent être économiques, financières, juridiques. Mais on a une définition un peu plus, vous avez vu, plus rigoureuse de ce qu'est la difficulté. Ensuite, chose assez étonnante et très nouvelle à l'époque, lorsque ça a été institué, le débiteur peut demander une conciliation alors même qu'il est déjà en état de cessation des paiements. C'est assez étonnant. Pourquoi c'est étonnant? C'est étonnant parce que le traitement amiable, traditionnellement, était envisagé comme se situant avant l'état de cessation des paiements. Ça veut dire que c'est un outil, vu que c'est volontaire, vous voyez, vous êtes dans du traitement amiable, il n'y a aucune obligation à la charge de personne, aucun dessaisissement, et on se dit, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Et pourtant, c'est possible, alors même que vous seriez en état de cessation des paiements, à condition que ça ne fasse pas plus de 45 jours. Pourquoi? Parce qu'on se dit en fait que 45 jours, c'est pas un état de cessation des paiements très avancé. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas encore ancré et ça veut dire qu'il est peut-être encore possible d'agir pour vous. Et on se dit que la conciliation, c'est si souple et ça n'emporte pas de dessaisissement que vous allez peut-être avoir envie de réagir. Et surtout, on sait que 45 jours d'état de cessation des paiements, c'est pas pour autant que c'est complètement perdu. Il y a encore beaucoup de chances pour que ça aille mieux, peut-être avec la simple assistance d'un conciliateur. Donc, des difficultés économiques, juridiques, financières, prévisibles ou avérées,
ne pas être en état de cessation des paiements, ou en tout cas ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Au bout de 45 jours, ça y est, vous ne pouvez plus demander de conciliation. Autre condition, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'une conciliation dans les 3 mois précédents. Sinon, ça veut dire que vous ne pouvez plus redemander une conciliation. Là aussi, comme on l'avait vu tout à l'heure, le conciliateur peut proposer, comme dans le mandat, peut proposer le nom d'un conciliateur au juge, sous réserve des incompatibilités, toujours les mêmes de l'article 611-15 du Code de commerce, je vous laisse le voir, c'est des interdictions de rémunération, certaines fonctions qui ne sont pas compatibles avec celles de conciliateur et de mandataire. Cette demande de conciliation se fait au président du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance ou au président du tribunal de grande instance, comme on a vu tout à l'heure pour le mandat. Sauf que là, pour le coup, il y a une durée. Le mandat ne peut pas excéder, la conciliation, pardon, ne peut pas excéder 4 mois. Il y a une petite prorogation qui est possible, mais quoi qu'il arrive, au maximum, la durée maximale, ça sera 5 mois, pas plus au total. Et là aussi, le débiteur peut récuser, sauf que là, plus spécifiquement, l'article L611-6 prévoit que le débiteur peut récuser le conciliateur. Donc, si je résume, les conditions sont un peu plus fixées que dans le mandat, mais divergent surtout pour cette idée de 45 jours après l'état de cessation des paiements. Mais on voit que c'est un peu le même esprit. C'est un débiteur, c'est le seul à pouvoir demander, procédure volontaire, de bénéficier d'un conciliateur dont il peut proposer le nom. Les conditions sont les difficultés avérées ou prévisibles, financières, économiques, juridiques. Dans un cas pratique, il faut les identifier. Et il faut bien vérifier qu'on n'est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Et dans ce cas-là, le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal de grande instance pourra décider de nommer un conciliateur dont la mission sera fixée, mais qui ne pourra pas excéder une mission de 4 mois ou 5 au maximum avec une prorogation possible. Alors, quels sont les effets de la conciliation? Là aussi, la conciliation est là pour aider le débiteur. Ça veut dire qu'on va essayer d'obtenir des rééchelonnements, des délais, on va essayer de négocier. Là aussi, comme vu tout à l'heure pour le mandat, il n'y a aucune obligation négative. Il n'y a aucune obligation sur les créanciers qui peuvent continuer. Là aussi, il y a une confidentialité. Mais principalement, ce qui diffère du mandat, c'est que dans la conciliation, on va obtenir des accords qui vont prendre une forme prévue par la loi. Si vous avez réussi votre mission en tant que conciliateur, c'est que vous avez réussi, a priori, à obtenir un accord avec au moins quelques créanciers. Et cet accord va pouvoir être soit constaté, soit homologué. Alors, qu'est-ce que l'accord constaté? L'accord constaté, c'est assez simple. C'est un accord que vous allez présenter à la fin, à l'issue de la conciliation, au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, qui va tout simplement constater, ce président va constater que l'accord existe et que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements, ou alors que l'accord y met fin. C'est un constat, c'est-à-dire qu'on vérifie les pièces, ok, c'est un accord. L'avantage de cet accord constaté, c'est qu'il reste totalement confidentiel. Personne ne saura qu'un accord existe. Il n'y aura pas de publicité. À côté de ça, on peut obtenir un accord et décider de l'homologuer. C'est donc l'accord homologué. L'accord homologué, en principe, ne se demande que par le débiteur. C'est le seul qui choisit s'il veut un accord constaté ou un accord homologué. Alors, qu'est-ce que l'accord homologué? C'est la même chose. Là aussi, vous avez obtenu dans votre accord des avantages, des choses que les créanciers ont acceptées. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas au président que vous allez demander le constat, c'est au tribunal de commerce ou au TGI que vous allez demander l'homologation. Et dans ce cas-là, le tribunal va faire un travail. Il va vérifier, il ne va pas constater, il va vérifier que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements ou que l'accord y met fin. Grâce à cet accord, vous ne le serez plus. Il va vérifier aussi que l'accord assure la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire c'est un accord qui va bien assurer la pérennité. Et il va vérifier que cet accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le jugement qui décide d'homologuer l'accord est
publié. C'est ce qui fait qu'on dit parfois que c'est une petite limite à la confidentialité absolue de ces procédures. Attention en revanche, ce n'est que le jugement de l'homologation qui est publié, non pas le contenu de l'accord. Bon, ça fait que les tiers sauront qu'il y a eu un accord d'homologation, donc sauront qu'il y a eu une conciliation. En revanche, ils ne sauront pas quelles sont les modalités de cet accord. Alors, il y a plein d'effets qui sont attachés à l'homologation de l'accord. Je vous laisse les apprendre tout seul, notamment, par exemple, lorsque l'accord est homologué, il ne peut pas y avoir de report par la suite de la date d'état de cessation des paiements, puisque le tribunal avait bien vérifié que l'accord y mettait fin ou qu'on n'était plus en état de cessation des paiements, si jamais il y a une procédure collective qui s'ouvre par la suite. Autre effet de l'homologation, c'est ce qu'on appelle le privilège de new money. Il y a un véritable privilège qui découle de l'homologation, c'est-à-dire que tous les créanciers qui ont accordé une faveur ou qui ont accepté de négocier et qui font l'objet d'un accord homologué, eh ben, vont être des créanciers privilégiés et des créanciers qui, du coup, vont pouvoir avoir, si jamais par la suite il y avait une procédure collective, être servis en premier s'ils avaient consenti un nouvel apport en trésorerie. C'est pour ça qu'on parle de privilège de new money. Je vous laisse voir ça tout seul. Encore une fois, je ne peux pas vous faire un cours d'amphi sur, la conciliation. Et encore, là, c'est déjà beaucoup. Alors, n'oubliez pas, là aussi, la nomination d'un conciliateur n'entraîne aucun dessaisissement du débiteur. Il garde tous ses pouvoirs. La conciliation n'a aucun effet obligatoire pour les créanciers. Ils sont libres de continuer à poursuivre ou pas. Il n'y a aucune suspension des poursuites. La conciliation est confidentielle, là aussi, comme dans le mandat. Et le débiteur peut demander à tout moment la fin de la conciliation. Donc voilà pour ces deux outils. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire, surtout sur les effets un peu de l'accord homologué que vous apprendrez un peu tout seul. Mais le mandat ad hoc et la conciliation, ce sont deux outils vraiment présentés comme des choses de prévention de difficultés plus sérieuses. C'est pour éviter en fait d'être en procédure collective. On donne des outils pour réagir le plus tôt possible, pour réagir quand on n'est qu'au stade des difficultés, ou alors quand ça fait vraiment très peu de temps qu'on est en état de cessation des paiements dans le cas de la conciliation. Je vous laisse aussi apprendre tout seul le fait que les missions du conciliateur peuvent être un peu plus larges. En principe, le conciliateur négocie des accords comme on vient de voir, mais il peut aussi préparer une cession de l'entreprise, je vous laisse voir ça. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on appelle la sauvegarde accélérée, qui est la suite d'une conciliation, qu'on, dans le cadre d'une conciliation, on décide de la mettre en place. Mais ça aurait été rentré trop dans les détails. J'espère que vous avez surtout compris ce qu'étaient ces outils et que vous les abordez sereinement. Le mandat, la conciliation, vraiment si vous deviez retenir que des choses, c'est que ce sont des outils volontaires, ce sont des outils pour le mandat super souples, qui sont là pour aider le débiteur, vraiment qu'il le mette en confiance en lui disant on ne va surtout pas t'enlever tes pouvoirs, tu restes maître en la demeure, t'inquiète pas, ça va être super confidentiel, personne n'en entendra parler. Donc c'est pour inciter le débiteur à réagir le plus tôt possible. Ça lui offre quelque chose, alors oui il y aura une rémunération, mais ça lui offre vraiment un outil pour réagir le plus tôt possible et ne pas être en procédure collective. Voilà, à très bientôt pour la vidéo numéro 3. Bon courage!